Il est 7h20. On va maintenant se diriger du côté de la politique provinciale. On a avec nous en studio Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Adrien Pouliot, d'abord un homme d'affaires qui a été longtemps dans le monde des médias et qui maintenant est du côté de la politique. Monsieur Pouliot, bon matin. Bon matin à vous. Dans un premier temps, peut-être, pour les gens qui vous connaissent un peu moins, racontez-nous un peu d'où vous arrivez. Ce qui vous a amené au Parti conservateur du Québec, parce qu'à un certain moment donné, on dit que vous aviez peut-être entrevu d'aller du côté des libéraux, mais finalement, vous êtes retrouvé du côté d'un nouveau parti, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent encore qu'il y a un Parti conservateur au Québec. Ouais, moi, j'ai toujours aimé beaucoup les politiques publiques. J'ai été cofondateur de l'Institut économique de Montréal à la fin des années 90, qui avait comme but là, d'expliquer aux gens qu'il y a d'autres solutions que de toujours recourir à l'État pour régler nos problèmes. J'ai été là pendant 12 ans, puis ensuite, après 12 ans, il faut laisser la place aux jeunes, là. Et là, je me suis dit, j'ai encore quelque chose à donner. Est-ce que je pourrais contribuer au niveau politique? Il y avait à ce moment-là la CAQ qui démarrait. Il y avait, donc, je suis allé rencontrer M. Legault. Je lui ai parlé pendant une après-midi. Et finalement, je suis ressorti de là, Michel, en me disant, c'est pas le gars que ça nous prend. C'est un gauchiste, finalement. C'est un gars qui croit à un gros État. Il pense tout simplement, lui, qui est mieux capable de gérer ça que les autres, mais c'est pas vrai. Et finalement, je me suis fait approcher par des anciens adéquistes, Albert Demartin et Monique Roy-Verville, qui m'ont dit, viens faire un tour au Parti conservateur du Québec. Il y a quelque chose qui se passe là. Alors, je suis allé et j'ai fait la course à la chefferie et j'ai été élu. C'est vrai que j'avais pensé à aller chez les libéraux. Mais les libéraux, finalement, puis d'ailleurs, M. Couillard l'a dit récemment, ils sont plus à gauche que le PQ. Ils s'appellent progressistes, mais progressiste, c'est un mot qui veut dire gauchiste, là. C'est rien qu'un mot qui est plus beau puis plus intéressant pour essayer de faire avaler la pilule. Mais le progressisme, c'est l'avancement de l'étatisme puis de la croissance de l'État puis de l'envahissement de l'État dans nos vies. Alors donc, je me suis dit, je serais pas à l'aise chez les libéraux. C'est pas des gens qui pensent comme moi. Par contre, le Parti conservateur, qui est un petit parti, on s'entend sur les idées. On pense que l'État devrait être passé par une petite cure d'amaigrissement. On est en faveur des droits et libertés individuelles. On a confiance dans les Québécois. On pense que les Québécois, si l'État se retire, que les Québécois sont capables de remplir le vide, sont assez créatifs, débrouillards, intelligents pour le faire. Ils n'ont pas besoin d'avoir des petits trous de bicycle pour se faire dire où aller. Alors, le Parti conservateur, c'est un parti... En fait, le mot conservateur est intéressant parce que vous et moi, on est souvent plus conservateurs qu'on le pense. Si vous pensez, par exemple, que payer 47 d'impôts pour une famille moyenne qui gagne 80 000 $ par année, si vous pensez que c'est trop, vous êtes conservateur. Si vous pensez que le système de santé est tout croche et qu'il faut introduire plus de privés en santé pour que ça marche mieux, vous êtes conservateur. Si vous pensez que les commissions scolaires, c'est un gaspillage d'argent incroyable, puis ils devraient arrêter de nous dire où envoyer nos enfants à l'école, et que les écoles devraient être plus autonomes, vous êtes conservateur. Alors, le Parti conservateur, c'est un parti comme ça qui veut vraiment, je dirais, Michel, changer la recette. T'sais, on a la même recette au Québec depuis 40 ans, puis de temps en temps, on change de chef. On change de chef libéral, PQ, mais finalement, la sauce goûte toujours la même affaire. Elle goûte toujours aussi mauvais parce que c'est les mêmes ingrédients. M. Pouliot, quand on parle d'un parti conservateur au Québec, est-ce qu'il y a un lien avec celui du fédéral ou ne serait-ce que le nom et peut-être une certaine idéologie ou il y a un lien réel entre les deux partis? Non, il n'y a pas plus de lien entre le Parti conservateur fédéral et provincial qu'entre le Parti libéral fédéral et provincial. C'est pas Justin Trudeau qui va dire à Philippe Couillard quoi faire, donc c'est la même affaire pour nous. Des fois, on peut être sur la même longueur d'heure sur certaines choses. Je dirais qu'au niveau économique, on est aligné sur un peu la même chose, essayer de baisser les impôts, réduire la réglementation, tout ça. Là où on n'est pas du tout aligné, c'est au niveau moral. Au Parti conservateur du Québec, on est un parti qui est en faveur des droits et libertés individuelles. Donc, on ne veut pas se mêler des affaires de mariage gay. Si tu veux te marier avec quelqu'un du même sexe, c'est ton choix. On se mêle pas non plus des questions d'avortement. Alors, de ce côté-là, on est vraiment différent des conservateurs fédéraux. Mais au niveau, je dirais, économique, on a des atomes crochus de ce côté-là. Un parti conservateur, en fait, le Parti conservateur, comment voyez-vous tout le processus actuel de la plupart des partis où on arrive au pouvoir, comme font les péquistes présentement, puis on veut être à l'écoute du peuple, donc on fait des consultations, et finalement, ça se retrouve sur une tablette, là, Est-ce que vous allez faire des consultations aussi qui ne se retrouveront pas ces tablettes ou vous ne ferez pas de consultation? Vous allez dire, écoutez, on a été élus avec ça dans le programme, c'est ça qu'on fait.
Là, des rapports sur l'état de la santé, des rapports sur ci, le rapport Claire, le rapport Castonguay, le rapport ci, le rapport... Il y en a tellement, là. On est surconstaté. Des constats, on en a fait en masse, là. On les connaît, les problèmes. J'en parle même plus des problèmes parce que, tu sais, quand tu parles de santé, tout le monde, les yeux leur montent en l'air. Ils ont tous un parent, un aîné qui a subi, l'attente de 40 heures dans les urgences. Non, on n'a pas besoin d'en faire des constats, on les connaît. Là. Nous, ce qu'on veut apporter, c'est des solutions claires, des solutions pratico-pratiques pour essayer de faire avancer les choses, diminuer la taille de l'État, puis augmenter les services. Souvent, les gens pensent que si on coupe dans la taille de l'État, que les services vont diminuer. Puis c'est ça qui fait un peu peur aux gens, mais je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une entreprise là, qui s'appelait Entourage Solutions Technologiques qui faisait toute l'installation du filage intérieur pour Bell. Le plus gros contractant, sous-traitant de Bell au Québec et en Ontario, 3000 employés. Et ça appartenait au Fonds de solidarité quand je l'ai acheté. Et en l'espace de 5 ans, avec la même convention collective, les mêmes employés, le même syndicat, on a augmenté la productivité de 40 %. Bien, on n'a rien coupé, là. Les gens étaient tout simplement plus productifs. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça dans le système de santé? On est capable de le faire. On veut apporter des solutions, des incitatifs privés dans la santé pour qu'avec le même argent, on en fasse plus ou qu'on en fasse autant avec moins d'argent. Mais comment voyez-vous chez les conservateurs ce système privé? Est-ce que c'est un système privé couvert par l'assurance maladie où les personnes payent la différence ou vraiment un système à côté qui a son propre système de facturation? Non, il ne faut pas que l'épaisseur du portefeuille décide si oui ou non tu vas avoir des soins. Ça, c'est certain. En fait, il faut distinguer, Michel, entre la fonction de financement puis la fonction de prestation des soins. Le financement, il faut que ça continue par l'État, ça, il n'y a pas de problème. Ce que je ferais, par contre, moi, c'est que je permettrais aux gens de prendre de l'assurance privée. Actuellement, c'est illégal au Québec. Tu n'as pas le droit de prendre de l'assurance privée pour couvrir un soin qui est déjà couvert par la RAMQ. Mais ça, je permettrais ça. Puis je permettrais aussi aux médecins d'aller travailler dans le privé et dans le public. Alors, disons, mais un spécialiste, on lui dit, OK, après que tu as fait ton 30 heures dans le public, tu peux aller travailler dans le privé. Et on a calculé, on a fait des sondages que ça permettrait d'augmenter le nombre de spécialistes en heures équivalentes d'à peu près 790 spécialistes de plus. Là. Si on leur disait à ces gens-là, tu peux travailler dans le privé, là, ça équivaudrait à l'équivalent 790 spécialistes de plus parce que les spécialistes dans le public, ils n'ont pas de salle d'opération. C'est toujours pris, c'est toujours cancellé, ils se tournent les pouces, ils remplissent des papiers. Alors ça, c'est ce que je ferais au niveau du financement. Par contre, au niveau de la prestation des soins, vous, Michel, si vous êtes un patient, et moi, je suis un directeur d'hôpital, vous rentrez aujourd'hui dans mon hôpital, là, ma première réaction, c'est de dire « Oh non, pas encore un patient. » Parce que moi, j'ai un budget fixe. Que j'ai 10 patients, 100 patients, 1000 patients, j'ai toujours le même budget qui est fixé par des fonctionnaires à Québec. Là. Si, par contre, je suis un directeur de métro Richelieu, puis que vous rentrez dans mon métro, qu'est-ce que je vais dire? Un client? Des revenus? Hein? C'est ça qu'on dit, hein? Alors, ce qu'il faut faire, c'est s'arranger pour payer les hôpitaux, pas selon une espèce de budget fixe qui est fixé par des fonctionnaires, mais qui soit fixé selon le nombre d'opérations que tu fais. Alors, plus le directeur général va faire d'opérations dans son hôpital, plus il va avoir des revenus. Si on lui dit ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se dire, ouais, bien là, il faudrait peut-être que je réduise les heures d'attente dans mon urgence parce que sinon, les gens vont aller dans l'autre hôpital à côté, je vais perdre mes clients. Il va dire aussi, je vais essayer de trouver tout le gaspillage de temps qui ralentit les processus. Je vais essayer de diminuer ça de façon à augmenter le nombre d'opérations que je fais. Je vais essayer de baisser le coût de mes opérations. Et ça, c'est possible. Ça se fait ailleurs. Ça se fait en Allemagne. Ça se fait en Suisse. Alors, on pourrait le faire au Québec. Alors, tout en maintenant le financement public, on aurait des espèces d'hôpitaux qui fonctionneraient un peu comme le privé, qui seraient beaucoup plus efficaces. Et ça diminuerait le temps d'attente. Puis il faudrait aussi, évidemment, la qualité ne serait pas affectée parce qu'on demanderait une espèce de garantie à l'hôpital. Tu sais. Si tu viens soigner Michel, puis qu'il est obligé de retourner 15 jours après, là, je te paye pas pour la deuxième fois. Là. Michel, il est sur la garantie. Là, c'est ça, sur toi qui revient ça. Mais au niveau du paiement pour le consommateur, je pense dans la région de Québec, je crois que c'est les cliniques Lacroix, là, mais si je ne m'abuse, c'est peut-être pas eux qui avaient dit ça, mais il y a un propriétaire de clinique qui avait parlé d'un système qui est couvert par l'assurance maladie. C'est que si, par exemple, une visite chez le médecin, ça coûte 80 $, mais que la clinique privée, elle, la charge 100, bien, tu arrives avec ta carte d'assurance maladie, c'est bon pour 80 $, puis toi, tu payes la différence.
Alors que si tu vas dans le réseau public, ben là, c'est 80, c'est 80, tu donnes ta carte, tu vois ton médecin, puis... Oui, ça, c'est une possibilité aussi. Un peu comme, je te dirais, c'est un peu comme les écoles privées. Tu sais, actuellement, tu as une subvention de 70 %, puis le parent qui va envoyer son enfant à l'école privée, il paye l'autre 30 %. Ça pourrait être une approche comme ça. Mais c'est certain que si on continue de la même façon à tout simplement garrocher de l'argent comme tous les gouvernements l'ont fait, les libéraux, les péquistes, c'est tout simplement garrocher plus d'argent, ça donne rien. Parce qu'il n'y a pas d'incitatif. Le directeur général d'un hôpital aujourd'hui, il n'y a aucun incitatif là, à être plus efficace. S'il est plus efficace puis il baisse son budget, il va se le faire couper. Alors, c'est ça, il faut trouver des incitatifs privés. Qu'est-ce que vous pensez un peu de l'argumentaire de ceux qui nous arrivent tout le temps en nous disant, ben vous savez, là, on va avoir un système de santé pour les riches puis un pour les pauvres? Non, au contraire, là, parce que, comme je dis, l'État continue à payer. On va mettre un système parallèle. Les gens vont pouvoir s'assurer. Prends un exemple. Aujourd'hui, là, justement, les cliniques Lacroix, là, si je veux me faire changer la hanche, je peux aller dans le public. Ça va prendre 3 ans avant que je puisse me faire remplacer une hanche. Je vais souffrir pendant 3 ans. Alors, il y a des gens qui disent, OK, je vais aller dans le privé. Et là, ils vont dans le privé, ça coûte 15 000 $. C'est pas tout le monde là, qui peut se faire changer une hanche à 15 000 $ la shot. Là, bon, mais si, disons, on permettait aux gens de s'assurer pour ces soins-là qui vont dans le privé, combien ça coûterait? 250, 500 $ par année, je ne sais pas, quelque chose comme ça peut-être. Alors là, tu prends ça, puis tu vas te faire opérer dans le privé. Ça libère le public, donc ça va aller plus vite dans le public. Puis les gens qui se sont assurés peuvent aller dans le privé. Alors, ça serait bon pour le public et ça serait bon pour le privé. Alors que là, en gardant ça égal pour tout le monde, c'est une espèce de nivellement par le bas. C'est-à-dire que s'il y avait un système parallèle public, peut-être que ça irait... Je veux dire, un système parallèle privé, peut-être que ça irait un peu plus vite dans le privé, mais ça viendrait accélérer aussi le processus dans le public, ce qui fait que si le réseau privé est un peu plus vite que le public, il reste que les deux ensemble seraient beaucoup plus rapides que ce qu'on connaît présentement. Ouais. Donc, parce que là, on fait une espèce de nivellement par le bas pour s'assurer que c'est pareil pour tout le monde. Vous allez tout attendre pareil. Vous attendre longtemps. Tout attendre pareil. Ouais. Ça pourrait être la façon de faire. Ce qui est intéressant, Michel, c'est que quand on fait des sondages... Moi, on a fait des sondages à l'Institut, là, à peu près 13 sondages sur la volonté des Québécois d'avoir plus de privés en santé. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, on est la province, parmi toutes les provinces canadiennes, on est la province qui veut le plus avoir plus de privés en santé. Les gens savent que ça marche. Alors, donc, on se demande pourquoi est-ce que les politiciens ne le font pas. Les politiciens, ils ont peur de quoi? Ils ont peur des syndicats. Même les médecins en veulent. Les associations de médecins ont dit oui, on en veut de ça. C'est parce que souvent, lorsqu'on arrive avec ce genre de réforme-là, un parti qui arriverait au pouvoir, qui diminuerait la taille de l'État, qui regarderait des changements avec le privé dans le milieu de la santé, qui ferait la même chose dans l'éducation, c'est sûr qu'en avant de l'Assemblée nationale, vous allez avoir 300-400 syndiqués qui vont taper sur des barrières. Là. Mais est-ce que ça représente l'opinion de toute la population du Québec? Là? Mais c'est ça. Il faut être élu sur un mandat clair. Et quand on a un mandat clair, on avance. Là. Je comprends qu'il peut y avoir des gens qui seront pas contents. Bien sûr, ils manifesteront, là, mais il faut tenir compte de la population. Puis je dirais aussi que... Est-ce que vous auriez, entre guillemets, le guts de leur tenir tête? De dire, oui, vous avez manifesté devant l'Assemblée nationale, mais j'ai été élu pour le faire et je le fais. Mike Harris, en Ontario, quand il a été premier ministre conservateur, il avait dit... Il ne restera plus de gazon en face de l'Assemblée nationale de l'Ontario à force d'avoir du monde qui va manifester, et ça ne me dérange pas. C'est ça qu'il faut faire. À un certain point, il faut... Tu sais, on ne veut pas tomber dans le chaos puis dans le désordre, mais quand on a un mandat clair, il faut qu'on livre la marchandise. Moi, mon objectif, c'est pas d'être élu, c'est de livrer la marchandise. Je dirais aussi qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont pas d'accord avec la façon que ça fonctionne, qui voient le gaspillage, puis qui payent eux autres. Là. Je veux dire, la famille moyenne qui paye 47 % d'impôts, là, ça leur coûte cher. Alors, beaucoup de fonctionnaires trouvent que c'est mal géré, qu'il y a du gaspillage. Puis il y a beaucoup de gens qui trouvent aussi que ils voudraient reprendre le contrôle de leurs syndicats. Les syndicats, quand ils disent, par exemple... un chef syndical qui dit « je suis contre les baisses d'impôts », il parle au nom de qui, là? Est-ce qu'il a vraiment fait un sondage? Est-ce que vraiment les gens de la classe moyenne qui payent quasiment 50 % d'impôts, quand tu rajoutes la TPS, la TVQ, la taxe sur l'essence, ce qu'on paye à la SAQ, à Hydro-Québec, ces gens-là, là, ils veulent vraiment qu'on baisse pas leurs impôts?
Alors, je pense qu'il faut redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués. Il faut que ça devienne plus démocratique. Même que logiquement, même si ça fait peur, il n'y a rien de plus peut-être juste qu'une taxe. Dans le fond, moi, comme citoyen, je m'interroge vraiment à savoir si je préférais peut-être avoir un taux de taxation beaucoup plus élevé, mais presque pas d'impôt à payer dans la fin de l'année. Il y en a qui pensent ça parce que l'impôt sur le revenu, ça réduit le travail. Les gens sont... Ouais. Tu passes tu passes d'à peu près 35 000 à 42 000 tu as 7 000 de plus en théorie sur ton chèque de paie, mais quand tu regardes ce qui reste après, tu changes de bracket, puis là, il ne reste quasiment plus rien après l'impôt. Il nous en reste plus pour quelqu'un qui gagne 28 000 au Québec que quelqu'un qui gagne 31 000. Ça ne fait pas de sens. Là. Et ça, encore une fois, les gens réagissent aux incitatifs, puis ils se disent, bof, ça vaut-tu la peine vraiment que je me botte, vraiment que je travaille fort. Alors, donc, les économistes, normalement, disent que c'est mieux de taxer la consommation et de moins taxer le travail. Mais au Québec, on est déjà surtaxé sur la consommation. On paie déjà 15 % de TPS, TVQ, c'est en masse. Alors moi, je ne voudrais pas augmenter ça. Là. Si il y a des élections qui s'en viennent, évidemment, on le sait, on est en gouvernement minoritaire présentement, le printemps prochain peut-être. Il y en a qui parlent même peut-être de tout de suite cet automne. Il y en a qui parlent peut-être de l'automne prochain. C'est bien difficile de dire quand précisément, mais ça va arriver au cours des 12 prochains mois probablement. Est-ce que le Parti conservateur du Québec est prêt? Quel est votre plan de match? Est-ce que vous allez avoir des candidats dans certains comtés, dans l'ensemble des comtés? Comment ça se passe présentement à ce niveau-là? L'objectif, c'est évidemment d'avoir des candidats dans les 125 comtés du Québec. On est déjà... on est un parti nouveau là, qui décolle. Ça fait 3-4 mois que je suis à la tête du parti. On a déjà à peu près une trentaine de candidats dans le pipeline. Nos objectifs en termes de nombre de membres, de contributions sont même dépassées. Ça va bien, vraiment. Je suis bien content. Je vais revenir sur la question des élections. Moi, je pense qu'une des plus grandes déceptions qu'on a eues, puis moi, je suis pas tout à fait étonné, c'est de voir la performance de François Legault puis de la CAQ. C'est pour ça que je ne m'étais pas embarqué avec M. Legault. Je pensais que c'était un peu une balloune là, qui allait se dessouffler. Alors là, j'ai la misère à voir, Michel, pourquoi est-ce que François Legault appuierait Philippe Couillard pour renverser le gouvernement? Moi, je pense qu'ils vont vraiment perdre la moitié de leurs députés. Alors, j'ai l'impression... Ils vont étirer ça. Ils vont étirer la sauce, mais ça va être difficile parce que M. Legault est supposé d'avoir un programme. Et qu'est-ce qu'il va être obligé de faire pour appuyer Mme Marois, pour essayer de survivre? Je ne sais pas. Alors, peut-être que ça va arriver au printemps prochain. Je ne serais pas surpris que ça prenne plus de temps que ça, mais bon, c'est sûr que si ça arrive demain, là, nous, on ne sera pas prêts, mais si ça arrive au printemps prochain, on va être prêts. Moi, je me suis promené tout l'été dans mon autobus de campagne. Ça fait 2 mois que j'ai mon autobus de campagne. Je me promène. Vous l'avez vu. Je pense que vous l'avez même mis sur Twitter. Oui, on l'a mis sur Facebook tantôt, la photo de l'autobus de campagne. La question peut-être, comme dit la populaire émission de Radio-Canada, la question qui tue, va-t-il y avoir des gros noms? Les gros noms, c'est sûr qu'on va en vouloir. Les gros noms, d'habitude, ils ne se manifestent pas 3 mois à l'avance. Mais on les annonce pas non plus trop à l'avance. Mais on sent qu'il y a de plus de gens qui se disent « Ouais, c'est vrai, là, on est bien déçus de la CAQ, ça n'a pas donné les résultats escomptés. La CAQ, c'est comme un boyau d'arrosage percé, là, c'est à gauche, c'est à droite, ça pisse dans toutes les directions. Et les gens cherchent quelqu'un qui a une boussole idéologique claire, qui sait où est le vrai nord, puis c'est vers là qu'il s'en va. » Souvent, même, les électeurs disent on n'est pas nécessairement d'accord avec vous, mais au moins, avec vous, on sait où est-ce qu'on va s'en aller. Et je reviens à Mike Harris, il s'était fait dire ça, puis il a été réélu une 2e fois en Ontario, parce que les gens disaient, au moins avec vous, M. Harris, on sait où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est ça qu'on a besoin au Québec, c'est d'un leader qui sait où est-ce qu'il s'en va. Oui, tout à fait, M. Pouliot, mais en même temps, on a eu l'expérience un peu de Mario Dumont, où les gens, à un moment donné, connaissaient le petit Dumont. Comme là, par exemple, ils vont arriver les conservateurs. « Oh, il connaît Pouliot, là, dans le temps de la CFCF. » Mais, outre Adrien Pouliot, après ça, les gens sont comme ça, on le sait, ils ont besoin de plus que des idées, ils veulent des gens à qui s'identifier. C'est évident, je ne pense pas que vous allez nous déclarer ce matin quels sont les noms peut-être que vous avez en vue, si vous en avez, et s'il y a des discussions qui sont faites. Mais est-ce que vous envisagez certaines personnes
que vous avez une bonne idée de dire, sans le nommer, mais il pourrait y avoir des gens là, de tel milieu, des gens, que ce soit des gens du milieu des affaires ou qui sont connus dans la société, qui pourraient venir amener une crédibilité supplémentaire qu'uniquement celle d'Adrien Pouliot, parce que vous avez une bonne crédibilité, M. Pouliot, mais évidemment, un peu comme on a vu avec Mario Dumont, ça peut pas être le parti d'un seul homme. T'sais, si on veut, à un moment donné, aller plus loin avec un parti, c'est peut-être ce qui a manqué, justement, à la DQ puis Mario Dumont, à un moment donné, d'avoir peut-être 2 ou 3 autres personnes dans le parti un peu plus solides pour traîner avec lui le parti. Oui, ça branche ça. C'est sûr, le parti, c'est pas quelque chose d'un seul homme. Et puis d'ailleurs, comme je disais tantôt, c'est des ex-adéquistes, des ex-députés adéquistes qui m'ont amené au parti, puis qui sont avec moi, puis qu'on travaille ensemble avec eux. C'est une belle équipe qu'on a. C'est sûr que ça va prendre des candidats vedettes qui sont connus. Ça n'en prend pas nécessairement beaucoup. Non, regardez M. Legault, là, il y en a un ou deux. Ça peut être quelques anciens du fédéral. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont tourné autour du Parti conservateur. Absolument. Il y en a qu'on aurait peut-être préféré qui ne tournent pas, là, mais il y en a d'autres qui c'était tout à fait à propos de les avoir dans l'environnement qui pourraient... peut-être éventuellement briguer une candidature. Oui, des anciens députés fédéraux, des caquistes déçus, des anciens adéquistes qui n'ont pas embarqué dans la fusion avec la CAQ. Ça, c'est toutes des possibilités. L'autre chose aussi, c'est qu'on veut avoir quand même des candidats locaux. Hein. J'étais dans le West Island de Montréal, puis je parlais à des électeurs là-bas, puis eux autres, ils disent, les libéraux nous prennent pour acquis. Là, ils envoient n'importe qui, ils parachutent des candidats. Alors nous, on ne veut pas faire ça. On veut vraiment avoir des candidats locaux qui connaissent bien leur circonscription, qui connaissent bien les problèmes locaux. Mais c'est sûr que ça va prendre des candidats vedettes, puis on va en avoir, c'est sûr. Bien, merci beaucoup, M. Pouliot, de nous avoir visité ce matin. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur. Bien, merci de l'invitation. Bonne journée. Bonne journée.